Bonjour tout le monde, vous écoutez un podcast qui s'appelle Le Miroir Tranquille, un podcast sur la philosophie et la spiritualité, notamment la méditation de pleine conscience, et c'est de cela que l'on va parler aujourd'hui. Pour l'épisode 10, je suis très content de faire l'épisode 10 parce que je vous avais déjà dit que c'était mon objectif de faire au moins 10 épisodes de ce podcast. Et maintenant que j'ai atteint cet objectif, je vais le célébrer de mon côté. Je suis très heureux d'avoir réussi à faire tout ça. Et pour cet épisode 10, je me suis dit que j'allais me remettre à vous parler de la méditation de pleine conscience parce que les 3 épisodes précédents étaient un peu différents. Donc, je suis de retour pour donner des conseils aux méditants que nous sommes. Aujourd'hui, ça va être un épisode sur l'importance de ne pas confondre les instructions qu'on donne aux méditants et qu'ils doivent suivre pour pratiquer et la théorie de la méditation de pleine conscience qui nous dit véritablement ce que c'est la méditation de pleine conscience. J'avais pensé appeler cet épisode de l'importance de ne pas confondre la pratique et la théorie, mais il y a des connotations à ces termes. Les gens pensent souvent la théorie c'est abstrait, la pratique c'est concret. C'est pas exactement mon propos ici, donc je vais plutôt sûrement appeler cet épisode le danger de confondre les instructions et la théorie, et je vous expliquerai ce que veut dire théorie dans ce contexte. Mais la première partie de cet épisode sera plutôt psychologique. Il y aura peut-être une définition spécifique de théorie, et la deuxième partie de cet épisode sera plutôt phénoménologique. Veuillez m'excuser, cette sonnerie vient de moi, pas de chez vous, ne vous inquiétez pas. Je voulais vous dire ce qui a inspiré cet épisode. Ce qui a inspiré cet épisode, c'est un article de George Dreyfus, qui, le titre anglais je vous le donne, par souci d'érudition, Is Mindfulness Present-Centered and Non-Judgmental? A Discussion of the Cognitive Dimensions of Mindfulness. Je vous le traduis tout de suite. Est-ce que la pleine conscience est centrée sur le présent et dépourvue de tout jugement et sans jugement? Une discussion des dimensions cognitives de la pleine conscience. J'ai beaucoup aimé cet article, je l'ai trouvé rafraîchissant dans certains de ses gestes, et en même temps, ça m'a rappelé une argumentation que je fais moi aussi, mais à un niveau phénoménologique radical. Ce que je veux dire par radical, c'est la racine de notre épistémologie. C'est-à-dire qu'on a toutes ces connaissances, on peut manier certaines notions, certains concepts. Par exemple, le rouge, on peut parler du rouge à un niveau scientifique, comme les longueurs d'onde ou l'effet de la lumière ou je ne sais quoi, mais à un niveau radical, à la racine de notre expérience, le rouge, c'est l'expérience de la couleur rouge elle-même, et c'est ça qu'on veut dire plus tard lorsqu'on utilise la notion plus abstraitement, lorsqu'on utilise une étiquette et qu'on en parle sans avoir le rouge sous les yeux ou à l'esprit. Donc quand je dis toujours, quand je parle souvent de la nécessité de ramener les choses à un niveau phénoménologique radical, je dis pas radical je dis pas radical comme ça, je désigne vraiment la racine de l'expérience et le creuset de nos connaissances, le fondement de nos connaissances, comme ça. Donc ce que je veux dire, c'est que dans cet article, Dreyfus dit qu'il est important de ne pas confondre les instructions qu'on donne aux méditants et la théorie. Les instructions qu'on donne aux méditants, le débutant, et aussi tout méditant, étant donné qu'on est des éternels débutants, on lui dit que la pleine conscience, elle est focalisée sur le présent, elle est dépourvue de jugement, on ne juge pas. Mais ça, c'est des instructions et ça décrit pas vraiment ce qu'est la pleine conscience. On va le voir tout de suite. Et ça, c'est un niveau plutôt psychologique, je dirais, vu que c'est une discussion des dimensions cognitives de la pleine conscience, la façon dont les facultés de l'esprit se déploient. Et moi, j'aimerais
et je le faisais déjà, mais ça m'a inspiré de faire cet épisode, de reprendre cette inquiétude, reprendre cet avertissement, ne pas confondre les instructions et la théorie, et le ramener à un niveau phénoménologique radical pour montrer que ce problème est assez profond, et on le verra dans la deuxième moitié de cet épisode. D'abord, cet article, qui est vraiment bien, le lien est dans la description. Premièrement, ce que j'ai apprécié, c'est, et c'est dans l'introduction de l'article, c'est cette idée que, oui, Georges Dreyfus veut critiquer la façon dont on parle de la méditation de pleine conscience en Occident aujourd'hui, mais le but, ce n'est pas de dire que les chercheurs ou les théoriciens comprennent mal la notion bouddhiste de vipassana, dont vient notre pleine conscience. Ce sur quoi Georges Dreyfus insiste en ouvrant son article, c'est de dire que il ne faut pas faire croire que dans les milieux bouddhistes en Inde ou ailleurs, il y a une homogénéité des croyances sur la pleine conscience. Il ne faut pas croire qu'il y a une définition correcte de la pleine conscience et qu'on pourrait dire autoritairement, voilà, c'est ça que veut dire la pleine conscience et les Occidentaux n'ont rien compris. Non, en Orient aussi, si je peux me permettre de parler d'Orient, bien que c'est un peu flou ce que ça veut dire, il y a des controverses partout sur ce que c'est la pleine conscience, et donc on ne peut pas dire que quelqu'un a raison plutôt qu'une autre personne du fait de son ancrage dans la tradition bouddhiste. Il y a plusieurs traditions bouddhistes, il y a plusieurs bouddhismes, il ne faut pas croire qu'il y a une homogénéité juste parce que ça vient d'ailleurs de notre point de vue. Donc ce dont il veut parler, c'est de ce qu'est la pleine conscience pour de vrai, et Georges Dreyfus n'est pas d'accord avec la façon dont on présente la chose, indépendamment de tout argument d'autorité ou de tout argument d'érudition bouddhiste. Ce n'est pas... c'est un débat vraiment vivant qui, certes, il va puiser dans des textes bouddhistes pour expliquer son inconfort avec la façon dont on présente la pleine conscience, mais c'est pas une question d'érudition totalement figée sur les textes. C'est vraiment un débat vivant, on se demande ce qu'est la pleine conscience. Et il fait remarquer que la définition assez standard, clinique de la pleine conscience, c'est cette idée que lorsqu'on la pratique, la pleine conscience, on se concentre sur le moment présent, à l'exclusion de pensées vis-à-vis du passé ou du futur. En tout cas, il y a une forme de compétition entre le présent et qu'on préfère, et le passé et le futur. Il y a aussi cette idée qu'on ne juge pas lorsqu'on est en pleine conscience, on ne juge pas ce qui apparaît à la conscience, on ne serait pas dans la conceptualité, donc on ne formulerait pas de concept, de jugement, en disant voilà, cela est bien, cela est bon, ou cela est mal, cela est mauvais. On ne ferait pas ce genre de jugement, d'après la façon dont on présente la pleine conscience généralement. Je vais vous paraphraser un passage de l'article pour vous dire comment il s'oppose à cette idée. Il dit, Georges Dreyfus, ouvrez les guillemets, mais c'est plutôt une paraphrase, c'est pas une citation exacte. La pleine conscience permet une attention soutenue sur un objet, peu importe si l'objet est présent ou non. Donc ça, c'est l'idée qu'on n'est pas forcément focalisé sur le présent. Et du coup, la pleine conscience est mieux comprise comme rétentive. Alors, rétentif, je ne sais pas exactement comment dire, mais en tout cas, on retient quelque chose. Et l'auteur, du coup, insiste sur la contribution cognitive de la pleine conscience plutôt que sa non-conceptualité. On apprend quelque chose.
Et si on apprend quelque chose, c'est qu'il y a une forme de conceptualité. Et pour continuer la paraphrase, j'argumente que cette capacité rétentive, je ne sais pas comment on dit, cette capacité de retenir joue un rôle dans beaucoup de processus cognitifs, ce qui fait qu'il est important de ne pas perdre de vue l'aspect mémonique, donc l'aspect de mémoire, de retenir quelque chose dans sa mémoire, l'aspect mémonique de la pleine conscience. Il ne faut pas confondre les instructions pratiques et définitions opérationnelles avec l'analyse théorique. Donc, instruction pratique, c'est ce qu'on dit aux méditants pour qu'ils méditent, pour qu'ils puissent faire l'exercice. Définition opérationnelle, je crois que c'est l'opérationnalisation en psychologie. Je crois que ça veut dire que c'est quand on transforme une théorie en quelque chose qu'on peut vraiment mesurer, avec des expériences, des études, etc. Par exemple, on peut avoir une théorie de ce que ça veut dire l'honneur chez l'être humain, et ensuite, il faut trouver une façon d'opérationnaliser tout ça, c'est-à-dire de trouver comment mesurer si une personne a plus ou moins d'honneur ou a un sens de l'honneur fort ou faible. Je crois que ça veut dire ça. Et l'analyse théorique, du coup, c'est la psychologie, les processus cognitifs qui sont en jeu, comment ils sont liés entre eux et qu'est-ce qu'ils font exactement. Et voilà, fin de la citation que je paraphrase, et liée à cette idée que l'on n'élabore pas de concept ou qu'on n'élabore pas de discours conceptuel lorsqu'on est en pleine conscience, il y a cette idée qu'on ne juge pas qu'une expérience est bonne ou mauvaise. Et cela, Dreyfus le nie aussi, parce qu'il y a effectivement une partie de la pratique qui consiste à identifier des états qui sont mauvais, de se dire « Ah, ça, voilà, ça me fait penser à ce... » J'avais vu, parce que le Dalai Lama tweet sur Twitter, le Dalai Lama avait tweeté qu'il avait dit. Il avait dit « Il faut vraiment se demander si la colère est une force positive dans notre vie, et il faut méditer pour éradiquer la colère et ne plus être en colère. » Et quelqu'un avait répondu à ce tweet en disant « Non mais... D'abord, tu nous demandes de nous interroger sur la colère et de savoir si elle est positive, mais toi-même, tu t'interroges que pendant 2 secondes avant de dire que la colère, c'est nul et qu'il faut l'éradiquer de notre vie. Donc ton interrogation, elle a pris 2 secondes et elle n'était pas très avancée. Donc voilà, je trouve ça marrant et je trouve ça intéressant ici parce que il y a effectivement dans des séances de méditation, on commence par dire voilà, il ne faut pas juger, il faut accueillir les choses telles qu'elles sont présentement, mais très vite on nous dit ah, remarquez comme vous êtes en colère et comme la colère est mauvaise pour vous et etc. Donc voilà, il y a une sorte de tension qu'on arrive facilement à résoudre, qui est en fait de dire c'est pas tant qu'il ne faut pas juger, c'est juste qu'il ne faut pas juger trop vite. Et cela, Dreyfus le comprend bien et le fait bien remarquer, c'est que voilà, si on décrit la pleine conscience comme ne jugeant pas, ne faisant pas d'évaluation, c'est parce que, en fait, nos évaluations qui sont très rapides, qui sont des réflexes assez pathologiques, eh bien, il faut s'en défaire dans un premier temps, dans la mesure où on est un débutant. Mais ça, c'est des instructions de méditation. Ça ne veut pas forcément dire que la pleine conscience, c'est par essence le fait de ne pas juger. C'est juste que pour commencer à pratiquer l'exercice, il faut ralentir un peu ces jugements réflexes et la façon dont on a d'évaluer nos états mentaux de façon très dichotomique, très
rapide et extrême en disant non, ça c'est pas bien, c'est pas acceptable, c'est pas tolérable, oui, ça c'est bien, c'est super. Voilà, on a une sorte de naïveté qu'il faut surmonter, et surmonter encore et encore. Et donc, mais il y a toute une tradition de méditation où le but, c'est de reconnaître ces états mentaux qui ne nous servent pas dans une large mesure. Par exemple, la colère peut nous aider sur le court terme, mais sur le long terme, ça ne nous sert pas. Et pire, ça, c'est un peu un euphémisme de dire que ça ne nous sert pas. C'est mauvais pour nous. Donc l'idée, ce n'est pas de dire ne jugez pas, ne jugez plus jamais. C'est plutôt de dire pas si vite. Jugez moins vite. Jugez avec plus de discernement, s'il vous plaît. Mais l'enjeu, c'est bien le discernement. C'est de discerner les états mentaux qui sont mauvais pour nous et les états mentaux qui sont bons pour nous. Pour paraphraser un autre passage de l'article, Georges Dreyfus écrit à partir de cette perspective, il devient important de distinguer la compréhension mature que nous permet la pleine conscience. Il faut la distinguer des schémas évaluatifs réactifs qui dominent nos esprits avant qu'on soit transformé par la pratique. Ces schémas réactifs nous font du mal, non pas parce qu'ils sont évaluatifs, mais parce qu'ils sont réactifs. Donc voilà, le problème, c'est comme quand un docteur nous cogne le genou là et qu'on a le réflexe du genou qui part tout seul. C'est ce côté réactif, immédiat, pas très bien réfléchi, pas très philosophique du coup, et très rapide, et pas forcément sage. Et donc le problème, c'est que c'est réactif, ça va trop vite. Le problème, c'est pas que c'est évaluatif. Mais si on s'intéresse à la psychologie proprement dite de la méditation de pleine conscience, ou de la pleine conscience, puisque Georges Dreyfus parle de la pleine conscience comme quelque chose qui doit jouer un rôle dans la façon dont fonctionne notre esprit, de toute façon, indépendamment de la pratique de la méditation de pleine conscience, qui, elle, est plutôt une pleine conscience sage, qu'on pourrait distinguer d'une pleine conscience neutre, qui est juste la faculté qu'on a tous et qu'on a tous sans qu'on la cultive ou sans qu'on ait un entraînement spécial par rapport à ça. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais oui, je crois que je disais, voilà, il y a la théorie psychologique de la pleine conscience, ou même de la pleine conscience en tant que pratique, et il faut... Et à partir de cette théorie psychologique, on peut décrire comment fonctionne la pleine conscience, et on peut remarquer qu'elle a une dimension de rétention, une dimension mémonique, une dimension de compréhension et d'évaluation. Et tout ça, il faut bien l'admettre parce qu'il y a des implications pour le futur, c'est-à-dire qu'il y a une... c'est censé nous transformer, donc il y a quelque chose qui se passe, il doit y avoir une certaine pertinence. Par exemple, s'il y a un exercice où s'intéresse à l'impermanence des choses, la façon dont elles s'évanouissent, si jamais il n'y avait pas une dimension conceptuelle à la pleine conscience, alors on pourrait dire, d'accord, les choses s'évanouissent, mais et alors ? Qu'est-ce que ça change ? Les phénomènes s'évanouissent, et alors ? Il y a toute une dimension de conceptualité qui nous permet de lier cela à ce qui est pertinent dans notre vie. Les phénomènes s'évanouissent, donc nos sentiments négatifs, nos émotions négatives vont bientôt disparaître, ce qui est une sorte de consolation. Il y a aussi le fait que ça met les choses en perspective,
eu égard à notre... étant donné qu'on va mourir, que nous sommes mortels, que peut-être qu'il faut se concentrer sur des choses plus importantes que ce qui captive notre attention généralement, étant donné notre mortalité. Donc j'espère que je me fais bien comprendre ici. L'idée qu'il faut retenir, c'est que ce qui nous concerne en tant que pratiquants, en tant que méditants, ne nous concerne pas forcément en tant que théoriciens, et l'inverse est vrai. Donc si vous m'avez écouté parler et que vous vous dites « D'accord, ça veut dire que la prochaine fois que je me mettrai en position du lotus pour méditer, il faudra que je me dise « Voilà, l'heure est venue pour moi de discerner avec jugement, avec sagesse, la différence entre les états mentaux qui sont bons et normaux et les états mentaux pathologiques. » Si vous vous dites ça, c'est que vous ne m'avez pas compris, parce que là où Georges Dreyfus faisait la critique du fait de confondre les instructions qu'on donne aux méditants et la théorie, là, ce que vous feriez, c'est la même confusion, mais dans le sens inverse. C'est que vous confondriez la théorie et les instructions de méditation. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit de théorique ici, vous pensez « Ah, ça me concerne en tant que pratiquant », c'est-à-dire que je dois m'en servir au moment de faire de la méditation. Mais je vous rassure, si vous faites cette erreur, j'ai l'impression que même moi, au moment d'en parler, à cause de cet attrait de l'espèce de discours développement personnel qui non seulement est à la mode à notre époque, mais en plus est très tentant, étant donné ce que j'ai dit plus tôt, étant donné qu'on médite les yeux fermés et en silence, pas forcément littéralement, mais vis-à-vis du fait que celui qui donne les instructions ne peut pas vérifier qu'on médite correctement. Et à mon avis, il faut affirmer qu'il y a une façon correcte de méditer, et dire le contraire, c'est encore une fois confondre une instruction de la méditation, la façon dont on rassure les méditants et dont on leur donne confiance en eux-mêmes, ça serait confondre ça et la théorie. Bref, moi-même, au moment de vous expliquer tout ça, il y a tellement un champ gravitationnel qui nous attire vers l'interprétation, entre guillemets, développement personnel, que c'est très très facile d'oublier qu'il ne faut pas confondre ce qui concerne le théoricien et ce qui concerne le méditant. C'est un peu comme quand vous essayez de dormir, vous vous dites « Ah, il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme », et que cette intention paradoxale, c'est une intention paradoxale dans le sens où ça vous empêche de dormir. Mais donc l'énoncé vous concerne en théorie, mais si vous voulez dormir, ce n'est pas à ça que vous devriez penser. On a déjà du mal à se défaire d'une sorte de neuro-existentialisme où je suis mon cerveau, ou ma situation est mon cerveau, et donc ce qui arrive à mon cerveau à un niveau neuronal, biologique, c'est tout ce qu'il y a à dire de ma situation. Pareil avec les phéromones, la dopamine, la sérotonine, etc., etc. On a déjà du mal à se défaire de ça pour se concentrer sur des exercices spirituels. Alors si en plus la théorie en question, théorie psychologique, utilise des mots qui sont suffisamment proches de notre langage quotidien pour qu'il y ait confusion, alors c'est assez difficile de ne pas tomber dans le panneau. Et un endroit où il faut faire attention à ce genre de choses, c'est par exemple dans la publicité ou la promotion qui est faite de la pratique de la méditation de pleine conscience, où le fait qu'on parle pour convaincre les gens de se mettre à la méditation, le fait qu'on s'adresse à un grand public pour inviter à la pratique, rajoute
une couche de sens supplémentaire qui brouille encore plus les pistes et qui empêche de comprendre véritablement ce que l'on doit retenir comme énoncé et activer au moment de pratiquer l'exercice. J'aimerais maintenant mettre en garde contre une confusion similaire, mais à un niveau phénoménologique radical. Comme je l'ai dit tout à l'heure, radical au sens de la racine de notre épistémologie. Alors dans phénoménologie, il y a logie, donc logos, qu'on peut traduire comme étant le langage. Bien sûr, si on va chercher ce que ça voulait dire dans la Grèce antique, c'est pas facile à déterminer, mais disons logos, le langage. C'est aussi la science, etc. Donc c'est la science des phénomènes, mais dans la phénoménologie, il y a le langage qui dit les phénomènes, il y a la science des phénomènes qui se dit dans un certain langage, et mon avertissement porte sur une certaine croyance qui est plus une attitude un peu laxiste, disons, qui serait cette croyance selon laquelle... Donc c'est pas une croyance explicite, je n'ai jamais vu un philosophe dire « oui, je crois cela », mais c'est une sorte de reproche que je ferai aux philosophes qui est de croire en une certaine transparence du langage phénoménologique de telle sorte que ce langage pourrait directement dire la phosphorescence des phénomènes, que je décrirais comme phosphorescence indicible des phénomènes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par phosphorescence ? Eh bien, indicible, c'est cela que je veux dire. C'est ce miroitement d'essence indicible. Et vous allez me dire que c'est des tautologies, que j'essaie de m'en sortir par des tautologies, que je n'explique pas ce que je veux dire, mais justement, cette question de la tautologie. Bon, alors, phénoménologie, vous avez un phénoménologue qui vous parle du rougeoiement du rouge, ou qui vous dit encore c'est une nécessité d'essence que la couleur se présente en extension sur une surface. Voilà, une description de notre expérience. Selon moi, il y a une vraie nécessité à parler comme ça. Bien sûr, ça semble stupide comme beaucoup de choses que disent les philosophes, mais il y a une vraie nécessité à parler comme ça, mais on devrait remarquer que lorsqu'on parle du rougeoiement du rouge, on ne dit rien, on ne perce pas le secret de l'essence du rouge, on n'élucide rien, on n'est pas plus avancé que lorsqu'on disait rouge, d'un certain point de vue, et qui est le point de vue de la description ontologique. L'ontologie, c'est la partie de la philosophie qui s'intéresse à l'essence des choses. Je ne veux pas donner l'impression qu'il y a un accord sur ce que c'est l'ontologie, mais j'utilise la notion comme ça. J'ai peut-être dit rougeoiement tout à l'heure alors que je voulais dire rougéité, parce que c'est ça qu'on dit en philosophie, la rougéité du rouge. Alors la rougéité du rouge, ça semble très fin comme contexte, comme concept, ça semble fin dans le sens maigre, on n'a pas l'air d'avancer d'un pouce par rapport au fait de parler du rouge tout simplement. L'autre énonciation de loi d'essence paraît plus épaisse, de se dire « Ah oui, effectivement, c'est une loi d'essence, une loi éidétique qui est impliquée, que la loi éidétique selon laquelle est impliquée dans l'essence du rouge la nécessité qu'elle se déploie dans l'espace le long d'une surface, que c'est une couleur se présente nécessairement en extension ainsi. Mais en fait, ça devrait nous sembler tout aussi étrange de faire cette longue phrase. En fait, ça devrait nous sembler tautologique, comme
sortir dehors ou descendre en bas ou monter en haut, c'est tautologique. Et moi, ça ne me dérange pas. À mon avis, ce sont des énoncés qui permettent de faire des choses au niveau de notre langage, au niveau de notre attention. Au niveau de notre langage, ça nous permet de faire certaines distinctions philosophiques. Et à mon avis, la valeur de ces distinctions philosophiques, c'est ce qu'elles nous permettent de faire au niveau de notre attention. Donc, au niveau de notre attention, le bénéfice de parler curieusement comme ça, c'est qu'il signale une certaine pertinence d'une façon très particulière d'appréhender le rouge ou d'appréhender l'expérience en général. Il signale un éloignement à l'égard de l'attitude spontanée qui permet d'entrer en pleine conscience et de pratiquer l'exercice de la pleine conscience. On signale à l'aspirant spirituel « Tu ne perds pas ton temps à observer ceci ». Et il y a sûrement toute cette dimension sociale où si vous êtes dans la rue et que vous regardez de manière insistante le toit des maisons, vous allez peut-être... il y a peut-être des gens qui, naturellement, sans se rendre compte qu'ils sont en train de le faire, ils vont suivre votre regard et se demander « Mais qu'est-ce qui capture ainsi son attention ? Qu'est-ce qui le fascine ainsi ?» Et donc, on peut en vouloir aux philosophes d'être au mieux dans la fascination étrange, au pire dans l'intimidation, où ils disent « Mais oui, la rougeéité du rouge, c'est tellement important. » Mais il y a vraiment un enjeu dans cette espèce d'exemplarité du gourou qui se comporte d'une certaine manière et suscite la curiosité. À mon avis, ici, avec la rougeéité du rouge, on court-circuite l'attitude naturelle des gens avec une tautologie. Mais c'est important qu'on reconnaisse que c'est une tautologie et qu'on n'a pas avancé, qu'on n'a pas décrit quelque chose de profond sur la nature des choses. On comprend mieux la pertinence ou l'importance de ce genre d'énoncé quand on s'intéresse à l'attention des gens plutôt que qu'en s'intéressant à ce à quoi on prête attention. Il n'y a rien de vraiment spécial dans la rougeéité du rouge, et c'est une citation du Bouddha, j'ai atteint l'éveil spirituel et ça n'avait rien de particulier, ça n'avait rien de spécial. Le problème, c'est que certaines configurations de l'expérience sensible, certaines structures ontologiques, sont justement structurées d'une telle manière qu'il y a une corrélation si étroite entre l'attention et ce à quoi on est attentif, que généralement, lorsqu'on traite de ces configurations, du moins, ce n'est pas trop grave d'être imprécis sur la nature du langage phénoménologique. À la rigueur, on peut faire comme si il y avait une transparence du langage phénoménologique, comme si on décrivait, on parlait, sans qu'il soit nécessaire de prendre en compte le fait que l'on décrit à quelqu'un, que l'on parle à quelqu'un, c'est-à-dire que l'on tente de réformer l'attention de quelqu'un, qui n'est pas forcément factuellement une autre personne. Ça, encore une fois, ça peut être... je dis encore une fois parce que dans les 3 épisodes précédents, je parlais de ça. Je parlais du fait qu'on pense avec des mots, on est tout le temps en train de parler, et il faut, tout comme on dit qu'on parle à quelqu'un, il faut prendre en compte le fait qu'on pense à quelqu'un. Nos pensées sont dirigées vers quelqu'un qui n'est pas une personne empirique, mais qui est comme une sorte d'interlocuteur hypothétique. Et cela, le fait qu'on pense à quelqu'un, je ne devrais pas dire ça, parce que ça donne l'impression qu'on pense à une personne. On pense dans la direction de quelqu'un. On pense à l'adresse de quelqu'un. Vous voyez, je parlais de la rougeéité du rouge tout à l'heure et je me moquais des philosophes, mais je suis moi-même philosophe et ça y est, je me mets à dire des choses étranges. On pense à l'adresse de quelqu'un. Bref, ce que j'étais en train de dire,
c'est que la plupart du temps, en raison d'une certaine corrélation entre l'attention et ce à quoi on est attentif, c'est pas grave de ne pas prendre en compte le fait qu'on dit les phénomènes à l'adresse d'un interlocuteur hypothétique, et donc cela engendre une mauvaise habitude. Au niveau de la corrélation stricte et étroite entre l'acte subjectif et l'objet intentionnel, il n'y a pas grande différence entre l'acte subjectif de douter, je doute, et son objet intentionnel, l'état de choses douteux auquel je pense. Je pense à une situation, à l'égard de cette situation, j'ai un doute, la situation est douteuse vis-à-vis d'une certaine considération. Tout ça, en gros, c'est la même chose, c'est synonyme, ça veut dire la même chose. Il n'y a pas grande distinction à faire, on gagne rien à faire une distinction, si ce n'est le fait que si on fait cette distinction à cet endroit même où on n'en a pas besoin tout de suite, ça nous permet de ne pas oublier cette distinction lorsque l'on en a besoin dans des configurations de l'expérience où il n'y a pas cette corrélation étroite. J'ai sous les yeux un mini-mémoire que j'ai écrit quand j'étais en master de philosophie. Et parmi les configurations phénoménales où il y a cette corrélation stricte, je liste 3 cas, et je me souviens plus vraiment de ce que ça veut dire, mais je dis, c'est vrai, je me cite moi-même, et j'interprète mon texte, mon propre rôle. C'est vrai par exemple pour les configurations phénoménales attenantes aux connecteurs logiques, aux quantificateurs et aux modalisations. Et parmi les modalisations, il y a cet exemple que je disais tout à l'heure du « je doute » et qui est presque synonyme de l'état de choses douteux auquel je pense. Pour ce qui est des connecteurs logiques et des quantificateurs, je ne me souviens plus exactement de ce que ça veut dire, pour être honnête. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est tout à fait dans le sujet de ce que je disais tout à l'heure du niveau radical de la phénoménologie, de la racine de notre épistémologie. Certaines structures ontologiques préfigurent la syntaxe qui leur correspond. La syntaxe qu'on va mobiliser pour activer ces notions ne sont pas... cette syntaxe n'est pas arbitraire, elle est formée par ce moule-là des structures ontologiques. Et elle se calque tout à fait sur elle. Et je vais continuer de me citer, je vais continuer de lire ce que j'avais écrit à l'époque, je trouve ça intéressant. J'écris ceci. Par contre, il est des fonctions syntaxiques comme la fonction sujet, ou la fonction prédicat, ou la fonction relation, qui, elles, sont mieux comprises comme procédant directement de l'attention, qui délimite des objets intentionnels, et ce en amont de la phénoménalité, comme une condition de possibilité de cette phénoménalité même. On ne peut pas comprendre ces fonctions syntaxiques élémentaires comme procédant de lois des sens, qui ne pourraient d'ailleurs être énoncées qu'à propos d'objets intentionnels déjà individués par l'attention. À ce niveau, la phénoménologie déraille si elle veut désigner d'un même souffle l'attention et ce à quoi on est attentif, car elle donne l'impression que ces énoncés portent sur la chose elle-même plutôt que sur les modalités de l'attention. Il faut donc conserver une dissymétrie entre la vie de l'attention et la phosphorescence indicible du phénomène. En vertu du décalage qui existe entre le phénomène et le langage qui prétend le décrire, la phénoménologie échoue lorsqu'elle veut produire des énoncés qui fixent la nature ultime de la phénoménalité. Voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là ? Eh bien, je vous avoue que je ne me souviens pas de tout ce que je voulais dire par là. Je parle de la fonction sujet, je parle de la fonction prédicat ou de la fonction relation. Je laisse à la postérité ou à ceux qui se souviennent mieux de leurs cours de phénoménologie, peut-être même de phénoménologie husserlienne, le soin de déchiffrer tout ça.
En tout cas, ce que je vois et ce en quoi je crois, c'est qu'il y a un lieu où on ne peut plus se permettre d'être flou sur ce dont on parle. Est-ce qu'on parle de l'attention elle-même ou est-ce qu'on parle de ce sur quoi porte l'attention? Il y a un niveau où on essaie de suivre à la trace la vie de l'attention elle-même et ça ne suffit pas de parler des objets intentionnels comme si ça suffisait à caractériser le faisceau de l'attention. Et à cet égard, il n'est plus sûr qu'on parle de phénoménologie à proprement parler. Et cette citation de moi-même se terminait par l'idée que la phénoménologie échoue lorsqu'elle veut produire des énoncés qui fixent la nature ultime des choses, de la phénoménalité en l'occurrence. Fixer la nature ultime des choses. Il y a ici une pulsion ontologique, ontologisante même, un désir d'ontologie, une folie d'ontologie, qui est la raison de cette confusion. Confondre les consignes qu'on donne aux méditants et l'ontologie, la théorie. Cette confusion provient d'une pulsion ontologisante qui, dans une certaine mesure, est ce que la pratique essaie de calmer, disons, ou d'éradiquer. Mais essayons de la calmer, déjà ça sera bien. Vous connaissez peut-être la parabole racontée par le Bouddha qui concerne l'homme qui est frappé par une flèche empoisonnée. Avant d'accepter la venue du médecin pour le soigner, il veut savoir de quel bois la flèche est faite, de quel oiseau la plume de la flèche a été prélevée, quels sont les ancêtres de l'archer, quelle est la race du cheval que chevauchait l'archer, etc., etc. Et il refuse de faire venir le médecin avant qu'on n'ait pas répondu à toutes ces questions. À mon avis, ce qu'il faut comprendre dans cette parabole, c'est que la curiosité maladive de cet homme est due au fait que la satisfaction que le médecin pourrait lui apporter, cette même satisfaction, il la cherche du côté de l'élucidation ontologique, du champ théorique. Il veut qu'on lui donne une information. Je ne sais plus le détail de cette parabole, mais je crois qu'il pose une question, on lui donne une réponse, il pose une autre question, on lui donne une autre réponse, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, c'est comme s'il se disait, voilà, si seulement je savais cela, alors je me sentirais mieux. Et à chaque fois, ça ne suffit pas, et il lui en faut toujours davantage d'informations. Il ignore ce qui pourrait vraiment le sauver, le médecin. Et donc, c'est pas comme s'il y avait d'un côté un projet thérapeutique et de l'autre un projet théorique, ontologique. C'est que vraiment, celui qui est engagé dans la recherche d'ontologie, le projet ontologique, il recherche et ressent temporairement, de temps en temps, la même satisfaction, le même salut qui pourrait être sien s'il s'intéressait à la pratique thérapeutique. Donc c'est une thérapie, ça a des enjeux thérapeutiques, mais qui sont détournés, mal compris, mal exécutés et détournés dans la direction d'une ontologie. Donc c'est cette recherche ontologique, cette recherche de la nature ultime des choses, du dernier mot en ontologie, du point de repos ontologique, c'est cette recherche qui crée la confusion. Pas la confusion en général, mais le fait de confondre instruction de méditation et théorie. Par exemple, on nous décrit tout le processus de l'exercice spirituel, et en fin de texte, on nous dit quelque chose du genre « Le méditant en arrivera à la conclusion que ceci ou cela, peu importe. Le méditant en arrivera à la conclusion que quelque chose. »
Et l'erreur, c'est de croire que ce quelque chose, c'est le point de repos ontologique auquel on devrait aspirer, parce que ce serait une croyance vraie sur le monde, une vue claire du monde, et qu'une fois qu'on aurait la vision du monde au clair, tout serait bien, qui finit bien, et on serait libéré. Mais ce n'est pas ça que dit l'énoncé. L'énoncé dit juste que le méditant en arrivera à la conclusion, en arrivera à une certaine conclusion que ceci ou cela, et ce qui importe ici, le fil directeur, n'est pas une élucidation ontologique, une élucidation des structures ontologiques. Le fil conducteur de toute cette phénoménologie, c'est simplement le salut de l'âme du pratiquant, c'est-à-dire s'il arrive à se libérer de la souffrance. Et tout cela, ces énoncés-là, ce n'est que la sueur de l'exercice spirituel. C'est un peu comme le livre Les pensées de Marc Aurèle. Les pensées de Marc Aurèle, c'est la trace écrite de ses exercices spirituels. Et c'est une erreur de le lire, déjà de le lire comme si c'était un livre qu'il avait voulu publier, et pas juste un journal personnel. Mais c'est une erreur de lire ce livre comme des propositions ontologiques. Par exemple, quand Marc Aurèle dit tout n'est que poussière, tout n'est que poussière. Tout ça, c'est des énoncés qui ont pour but de mettre Marc Aurèle dans une certaine disposition d'esprit, de lui faire avoir une certaine humeur. Dans ce livre, on trouvera l'exact inverse, l'idée que regarde la salive des sangliers comme c'est beau, etc., etc. L'idée que voilà, tout est beau, tout est magnifique. Tout ça, c'est la sueur des exercices spirituels. C'est pas à lire comme si c'était des propositions finales, le point de repos ontologique où on a enfin découvert comment sont les choses. Non, c'est pas ça. C'est la sueur du moment, et demain, on fera un autre exercice spirituel. Donc, quand on dit que le méditant se met à voir que X ou Y, il ne faut pas voir dans X ou Y le but du texte, comme si c'était le dernier mot d'une analyse ontologique, le point de repos absolu. Non, c'est soit de la sueur d'exercice spirituel, soit quelqu'un qui décrit le centre d'un labyrinthe en disant « c'est une fois à gauche et une fois à droite ». Là, on voit bien que ces énoncés, premièrement, ce n'est pas une description du centre en lui-même, mais de la façon dont on y parvient. Et deuxièmement, ça ne marche que si l'instruction prend en compte la situation de l'interlocuteur dans le labyrinthe. Voilà, si jamais dans les épisodes suivants, vous m'entendez retirer à la phénoménologie toute prétention ontologique, ce n'est pas en raison d'un débat sur le réalisme, sur la réalité extérieure, où certaines personnes pourraient dire « Ah, la phénoménologie, ça ne décrit que notre subjectivité, que ce qui se passe dans l'intimité de notre cerveau ou de notre esprit, tandis que la science, ça décrit le monde tel qu'il est, en dehors de nous, indépendamment de nous. » Voilà, il y a ce genre de débat. Moi, c'est pas pour ça que je refuse à la phénoménologie la prétention ontologique. Je ne suis pas du tout convaincu par ces arguments intérieurs, extérieurs, subjectifs, objectifs, dans ces sens-là, qui confondent différentes significations de objectif et subjectif. Bref, c'est juste que je veux une phénoménologie qui est anti-ontologique, pas juste non-ontologique, en ce qu'elle ne réduit pas toute expérience à la conscience intentionnelle, mais encore en plus anti-ontologique, en ce qu'elle nous guérit de notre pulsion ontologisante, de notre désir
d'un point de repos qu'on arriverait à atteindre par élucidation ontologique, en ayant toutes les informations qu'on veut à propos du monde. Et dans la mesure où phénoménologie non ontologique ou anti-ontologique, c'est un peu une contradiction dans les termes, ce que je veux, en fait, c'est une phénoménologie éthique. C'est-à-dire une phénoménologie qui prend en compte le fait qu'elle est travaillée par un désir sans fin d'ontologie, qui est un problème, un vrai problème grave méthodologique. Il ne s'agit donc pas de freiner la phénoménologie avec l'éthique dans le sens où il y aurait une compétition entre l'éthique et la phénoménologie rigoureuse, mais il faut freiner la phénoménologie avec l'éthique dans le sens où il faut plus de rigueur, et une rigueur qui est la prise en compte du fait que l'on recherche une sorte de point de repos ontologique qu'on ne trouvera jamais, et on cherche ce point de repos comme si c'était notre salut, et on a tellement faim d'ontologie que d'abord on fait de la physique, ensuite de la métaphysique, ensuite de la métaphysique, et ça ne s'arrêtera pas. Et de la même façon, on fait de la phénoménologie, puis de la métaphénoménologie, où on cherche la logique métaphénoménale et tout ce genre de choses. Il faut donc prendre en compte le fait que tout cela doit s'arrêter. Au bout d'un moment, ce qui compte, c'est la thérapie. C'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Comme toujours, vous pouvez me contacter à l'adresse mail suivante, lemiroirtranquille@outlook.fr. Contactez-moi pour parler avec moi de philosophie. Toute question que vous pourrez me poser ou toute réponse que vous pourrez m'apporter, si ce ne sont là que les seules options, influencera ce dont je parlerai dans les épisodes prochains, donc n'hésitez pas. Et comme c'est le 10e épisode, je le célèbre en vous invitant à vous abonner sur SoundCloud, sur YouTube. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.